des deux visages. Ils ne sont pas forcément face à face. Ils peuvent être même dos à dos. C'est plutôt de profil, en tout cas. Ils sont plutôt de profil. Deux visages de profil qui descendent, ou qui s'approchent, qui frôlent un trou noir, qui vont se précipiter dans un trou noir. Le trou noir de la passion. Tristan Isolde. Cette fois-ci, ce n'est plus le visage signifiant, synchronique du despote sur mur blanc, c'est visage passionnel. Ou, pour garder des mots commodes en leur ôtant encore tout évolutionnisme, si possible, post-signifiant. Le visage passionnel de l'aimer, avec pas une fonction de signifiance, avec une fonction qu'on pourrait beaucoup plutôt appeler une fonction de subjectivation. Mais vous voyez que c'est pas du tout conformément à la méthode que j'annonçais, c'est pas du tout le visage que nous rapportons à un sujet, c'est la fonction de subjectivation que nous engendrons à partir d'une figure de visage. Et quand je dis les deux profils tournés l'un vers l'autre, pas forcément. Dans cette diachronie, dans cette allée vers le trou noir. Cette fois-ci, c'est plus visage vu de face sur mur blanc, c'est donc visage de profil qui file suivant une ligne diachronique par opposition à la surface du mur blanc, ligne diachronique, et ça file vers le trou noir. Pas forcément, je dis, pas forcément se regardant. Ils peuvent se détourner à moitié pour s'épier. De l'amour-passion, ils tendent à une espèce de stade conjugal, déjà. Ils s'épient. Ou bien ils se détournent. Dieu détourne son visage du mien qui détourne le mien du sien. Tiens. Il y a eu un temps où les dieux ne détournaient pas leur visage. Quel est le Dieu qui invente le détournement des visages? Quel est le Dieu qui détourne son visage de son fidèle, tandis que le fidèle détourne son visage du Dieu? Et qui est-ce qui invente cette ligne diachronique qui tend vers un trou noir? C'est l'histoire du peuple juif. C'est l'histoire du double détournement. Histoire qui aura elle-même toute une histoire, puisqu'elle finira chez l'antisémite Heidegger. Dans toute sa réinterprétation du double détournement dit catégorique, et c'est pas par hasard que ça vient de Kant, tout ça, et que c'est passé par Hölderlin, donc ça nous ouvre beaucoup cet endormissement, il devient trop cultivé, alors j'arrête, mais on voit bien que c'est une autre figure. Vous sentez bien que notre désir le plus cher, c'est d'arriver à faire fonctionner ensemble les trous noirs et le mur blanc, parce que il faut que ça marche, c'est là que la terreur va naître. Un trou noir dans un mur blanc, il n'y a rien qui puisse faire plus peur. Plutôt mourir de n'importe quelle mort que celle-là. Bon, je dis troisième image d'endormissement. Les deux précédentes, c'était des manières d'ordonner les traits de visagéité. Et comme Hahn l'a très bien dit, en effet, il y a une liste de traits de visagéité qui va être surcodée par le visage. Troisième figure d'endormissement que je vois, moi, c'est... Là, ça devient plus inquiétant. Se produit comme une espèce de libération des traits de visagéité qui échappent au visage. Comme si le visage fondait. Que les traits de visagéité devenaient comme des oiseaux. Des oiseaux tantôt lourds, tantôt légers. Entrés en cooptation.
avec d'autres traits, des traits de paysagéité. Les cheveux dans le vent, dit Félix. Il a fallu qu'on trouve le moyen de percer le mur blanc, ou ce qui revient au même, de sortir du trou noir. Ce qui n'est pas une petite tâche. Comment sortir du trou noir, comment percer le mur blanc. Voilà juste un second groupe, même pas cette fois-ci de notions, mais de rêveries d'endormissement. Et je voudrais juste, pour en finir avec cette seconde chose, et vous demander de parler, de dire un peu ce que vous pensez de ça, dire, il y a une drôle d'histoire, il y a un texte que je trouve tellement beau, je fais là une parenthèse, mais elle va avec cette seconde histoire. Comme j'aime bien là les numéroter pour que ce soit plus clair la prochaine fois quand on reprendra tout ça. Je me dis, j'ai l'air de parler de tout à fait autre chose, je me dis, quand les gens parlent du roman et de l'histoire du roman, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que on a pris l'habitude, tellement on a horreur aujourd'hui des origines et du retour aux origines, on commence toujours les choses par la fin. Alors c'était bien au début, quand ça a marché, cette méthode, et puis nous, notre méthode rhizomatique, au contraire, c'est autre chose, c'est toujours prendre les choses par le milieu. Alors comme ça, au moins, on ne risque pas de se tromper. C'est la méthode Kafka. Ou c'est la méthode fourmi, quoi. C'est la méthode rhizome. Une fourmi, bon, ça prend les trucs par le milieu. Nous sommes des fourmis. Je dis le roman. On a toujours l'habitude de prendre par la fin. Alors, on apprend par exemple, je cite, que la fin du roman, eh ben, nous la vivons et même nous l'avons vécue. Nous l'avons vécu avec un roman catastrophique comme L'étranger de Camus, hein, ou alors avec de merveilleux romans comme les romans de Beckett. Que là, c'était vraiment le point où on ne peut pas aller plus loin. Voilà, le roman est fini. Bon. Ou bien on nous dit, il y a eu un moment où il y avait le roman de chevalerie. Puis il y a une fin du roman de chevalerie. C'est le fameux Don Quichotte. Et Don Quichotte marquerait la fin du roman de chevalerie. C'est-à-dire le moment où le chevalier n'a plus de sens et ne peut plus être assumé que par Don Quichotte, complètement fou, qui prend les moulins pour je ne sais plus quoi, là, etc. Enfin, c'est bien connu. Don Quichotte considéré comme la fin du roman de chevalerie. Quoi? Surtout? Oui. Oui, c'est plus important. Oui. Or, ces fins, comment on les assigne? On les assigne lorsqu'on nous montre, je résume, là aussi je dis des choses très sommaires, que le héros est un pauvre type complètement paumé. Or, je dis juste, il y a sûrement une évolution du roman. Je ne vais pas dire du tout, le roman est resté le même. Mais s'il y a une évolution du roman, ce n'est à coup sûr pas sur ce point. Parce que l'apparition d'un personnage, complètement, je ne vois pas d'autre mot, complètement paumé, qui ne sait pas ce qu'il fait, qui ne sait pas comment il s'appelle, qui est étranger à tout, qui est le pur déterritorialisé, qui se balade sur sa ligne de fuite sans rien comprendre à rien, qui s'arrête, qui, quand il n'est pas sur sa ligne de fuite, entre en pure et simple catatonie. Vous voyez ce qu'on appelle en psychiatrie la catatonie. Un type qui reste des heures, dans un mouvement parfois très compliqué, qui a mélangé toute la musculature, là, en 6 heures, 24 heures, comme ça. Bon. Eh bien,